Pascal. Salut, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation de me recevoir dans tes locaux. Pascal, tu es historien et si je t'ai invité, c'est parce que tu as dirigé un livre avec Nicolas Bansal, vous êtes tous les deux historiens. Vous avez dirigé un livre sur François Mitterrand. Alors c'est une biographie anglaise sur la question coloniale chez Mitterrand. Ça s'appelle François Mitterrand, le dernier empereur de la colonisation à la France-Afrique. C'est vrai que c'est une histoire qu'on connaissait en pointillé, dont on avait vaguement entendu parler, et ce que vous faites avec une foultitude d'historiens, d'historiennes et de journalistes, c'est que vous mettez tout ça en forme et vous lui donnez une cohérence qui est un peu vertigineuse, pour tout te dire, parce que François Mitterrand, c'est quand même un gros morceau de la gauche du XXe siècle, et vous lui mettez un sacré coup, on va dire, à son aura. Dans le titre, il y a « Dernier empereur ». Le rapport à l'Empire est très important. Qu'est-ce qui fonde le rapport à l'Empire de François Mitterrand, et qu'est-ce qu'on appelle, ou qu'est-ce que, d'après toi, François Mitterrand voyait dans le mot empire? D'abord, François Mitterrand est né à une certaine époque. Bon, il est né au cours de la Première Guerre mondiale et grandi dans l'entre-deux-guerres. Cette époque où les enfants de France étaient fiers des taches roses sur les mappes-mondes dans les écoles. Son premier voyage à Paris, c'est d'aller à Paris pour voir l'exposition coloniale en famille. Ça marque une génération. C'est une génération qui a grandi avec cette idée que la France était grande parce qu'elle avait un empire, et tout ça a été d'une banalité absolue. On n'imaginait pas la France sans son empire. On n'imaginait pas cette notion de puissance sans cette dimension où en fait c'était des terres sur lesquelles le soleil ne se couchait jamais. Ça, c'est sa jeunesse. Et quand il arrive, je dirais, dans les premiers âges de la politique, il débarque à Paris comme étudiant au milieu des années 30, il est dans un milieu nationaliste. C'est l'Action française, il est au Croix-de-Feu, puis après il est au PSF de la Roque, il va écrire à l'Écho de Paris, journal marqué très à droite et catholique. Ses amitiés au quartier latin vont être des amitiés extrêmement liées à ces milieux également nationalistes. Et pour ce monde-là, l'Empire est normal. Il fait partie de la puissance, il fait partie de ce qu'est la France. Il fait partie même d'une sorte de droit de coloniser. D'ailleurs, ses premiers engagements politiques, ça va être de soutenir la conquête par Mussolini de l'Éthiopie, en considérant même que l'Occident a un droit quelque part d'être présent et omniprésent pour guider le monde vers la lumière. Ça, c'est la jeunesse de Mitterrand. Et quand il va arriver dans cet âge, cette fois-ci de l'action politique, on va dire pour faire simple, après 1945, cet empire, pour lui, est un des éléments de ce que doit être, quelque part, la manière de penser la place de la France dans le monde. Et donc, il arrive au même moment où commencent les décolonisations. 45-46, c'est les premiers mouvements en Algérie, puis 47 Madagascar, l'Indochine avec Haiphong. C'est déjà la perte de la Syrie et du Liban dans l'empire colonial français. Donc, il va commencer la carrière en se disant qu'il faut se préoccuper de cet empire. Et tout de suite, ceci est en phase avec sa vision, d'une certaine manière, que cet empire est nécessaire pour que la France puisse continuer à être un des acteurs du monde. N'oublions pas qu'on est dans un moment où la France a été vaincue, elle a réussi à être dans le camp des Alliés, je dirais presque d'une manière assez exceptionnelle en se raccrochant au meuble grâce à De Gaulle, et il va s'attacher quelque part à sauvegarder cette grandeur. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est pas qu'il est un nostalgique de l'empire, c'est qu'il considère que la France ne serait rien sans cet empire. C'est le dernier, c'est pour ça qu'on l'a appelé le dernier empereur, à croire en l'Empire, à croire que cette idée doit accompagner ce que doit être la France. Et donc il va accompagner dans ses premiers pas politiques et il va choisir d'être ministre de l'Outre-mer. Alors que beaucoup se retrouvaient à l'Outre-mer parce qu'ils n'avaient pas pu être ailleurs au ministère. Il va, comme toujours maintenant, c'est un peu comme certains qui vont dire qu'ils ont récupéré les Outre-mer et qu'ils n'ont pas forcément choisi les Outre-mer. Et donc, à chaque fois, il va être pro-réactif par rapport à cette question parce qu'il pense, il croit, qu'il y a quelque part un potentiel aussi de devenir pour la France. Dans ce temps des empires, l'Union soviétique, les États-Unis, des empires naissants, l'Inde et autres, il pense que la France ne peut garder son rang qu'à travers justement cette dimension impériale. En fait, il est fait, adapté, moulé dans ce siècle qui est le siècle des grands conquérants. Et donc, il ne va à aucun moment être dans le doute là-dessus. Ce qui peut être son doute, c'est la manière dont il va falloir sauvegarder l'Empire, mais il va toujours jouer cette carte en oubliant complètement homme de droite ou de gauche d'ailleurs. N'oublions pas qu'un Guy Mollet à gauche a été un des défenseurs de l'Empire. Lui, ça va bien au-delà de cette idée-là, c'est qu'il pense qu'il faut sauvegarder cette puissance, cette capacité.
On va revenir avec, sur les liens entre cette colonialité et cet impérialisme et la question de la gauche. Mais d'abord, tu disais, la question de la stratégie. Comment est-ce qu'on sauvegarde cet empire? C'est une question qu'il a énormément travaillé et pour laquelle il a été acteur, et notamment ce que vous racontez, c'est cette façon dont, au bout d'un moment, il y a des choix qui ont été faits. L'Indochine, l'Asie, bye bye, hein, ça va sortir du giron français, et on va se concentrer sur l'Afrique. Qu'est-ce qui fonde ce choix? Est-ce que c'est des choix parce que on perd des batailles militaires en Asie et il y a la proximité géographique avec l'Afrique, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que est née l'idée de ce précaré africain? Chez Mitterrand, d'abord, il y a un pragmatisme absolu. Mitterrand, on le sait, est un pragmatique. Il voit bien que l'Indochine est en train non plus d'être une guerre coloniale, mais une guerre anticommuniste, pour faire simple, qu'elle commence à être préemptée par les Américains qui deviennent à un moment les financeurs du conflit français, qu'on n'est plus dans un potentiel d'avenir en Indochine, parce que la Chine en 1949 devient indépendante, que l'Inde est devenue indépendante en 1947, enfin la Chine communiste a émergé en 1949, qu'en gros les colonies asiatiques des Pays-Bas, des grands empires comme l'Empire britannique sont en train tout simplement de sortir du giron impérial, et que l'Asie est en train de basculer dans autre chose. Donc il y a une forme de pragmatisme de lecture du monde. Deuxièmement, il est pragmatique aussi sur la capacité de la France à tenir cet empire. La France n'a pas les moyens d'avoir plusieurs guerres ou plusieurs fronts, faisons simple. Et il pense, exactement ce que tu viens de dire, qu'il y a une forme de continuité naturelle, parce qu'il a une vision assez traditionnelle, que le continent africain serait en gros la continuité de cette Eurafrique et de cette Europe qui va vers l'Afrique, et donc qu'il y a une plus grande proximité géographique avec l'Afrique. Il pense aussi que l'Afrique n'est pas prête à être indépendante. Donc il y a un potentiel aussi de temps qui s'installe. Et il connaît l'Afrique. Il a commencé à voyager en 1943 chez son ami en Algérie, donc il a découvert à travers Dayan un territoire, un continent qu'il ne connaît pas, puis il va retourner en Algérie en 1947, il va faire 2 grandes missions, dont une pour l'Alliance française en 1949, en 1950, alors qu'il connaît très peu l'Asie, il ira beaucoup plus tard en Chine. Donc il se sent à la fois en proximité, il voit un intérêt stratégique, il pense comprendre le continent africain, il pense qu'il y a un potentiel, parce que très honnêtement, il est persuadé que les Africains ne sont pas du tout prêts à l'indépendance, et il pense que la France est naturellement présente sur le continent africain. Quand tu mets tous ces éléments bout à bout, il se pense aussi comme quelqu'un qui a pensé le continent et la relation France-Afrique ou euro-africaine. Donc il se dit que là, il y a quelque chose qui peut être un ferment politique. Et puis très vite, il va passer alliance avec le RDA de Houphouët-Boigny, qui va d'ailleurs permettre à Mitterrand, ce que tout le monde a oublié aujourd'hui, d'être ministre en fait dans plusieurs cabinets successifs, puisqu'avec le RDA, à partir de 1950, il compose un groupe au Parlement français, ce qu'il n'aurait pas eu avec ses députés UDSR. Donc cette alliance naturelle politique, avec le leader d'un des partis politiques les plus importants, le RDA en Afrique de l'Ouest, l'amène très naturellement à concentrer son énergie, sa vision sur l'Afrique. Ah, ça va même plus loin. Mitterrand ne pense pas en électeur, il pense en allié dans les élites africaines. Il pense qu'il y a un deal d'élite à élite. C'est pour ça qu'il est aussi à l'aise avec Houphouët-Boigny et le continent. Et il pense que justement, c'est en s'appuyant sur les élites africaines que le devenir de l'édifice impérial français va pouvoir perdurer. Parce que c'est quand même aussi un réformateur. Mitterrand, il faut le comprendre, il n'est pas simplement quelqu'un qui pense les colonies à la papa. Il pense qu'il va falloir réformer pour garder l'Empire. Il pense aussi qu'il va falloir s'appuyer sur les élites africaines, mais il pense aussi qu'il va falloir réprimer quand les opinions vont vouloir se révolter contre la France. Il est à la fois conservateur et rénovateur, et réformateur, ce qui peut paraître aujourd'hui paradoxal, mais qui n'est pas tant que ça quand on imagine ce qu'est la société française des années 50. On est encore entre 2 temporalités. On est encore dans une époque où, d'une certaine manière, on pense que, bien réformé, on va continuer à amener la lumière aux indigènes. Et que certes, on pourra négocier avec les élites, mais que les masses sont loin d'être prêtes à indépendance. Donc voilà pourquoi il pense que ce continent africain, quelque part, est encore dans le destin de la France. Dans les années 50, 60, 70, il y a eu des débats au sein de la gauche et Mitterrand n'était pas seul à décider ce que la gauche devait penser en matière coloniale ou décoloniale. Comment ça se fait qu'il a gagné? Comment ça se fait? Enfin, est-ce que tu considères que ces positions en matière coloniale qui ont permis la lente marche de Mitterrand vers l'Élysée, ou c'est juste quelque chose à côté? Je veux dire, c'est pas central en fait, c'est pas un moteur de sa victoire finale en 81.
Question qui doit occuper à peu près 10 chapitres dans le livre. Non, mais parce que c'est une question qui est fondamentale. En fait, Mitterrand, on le voit, quand Guy Mollet choisit l'Algérie française, Guy Mollet va sortir un moment de la mémoire de la gauche française comme celui qui s'est trompé. Et il va très vite devenir un des parias de cette époque. D'ailleurs, même aujourd'hui, si tu interroges souvent la gauche socialiste sur ses grandes victoires, elle oublie très souvent ce qui s'est passé en 55-56, elle oublie l'époque de Guy Mollet. C'est entre la honte, la volonté d'oublier et les erreurs d'un parti qui va mettre la tête, les bras et les jambes dans l'Algérie française. Mitterrand, c'est plus subtil puisqu'il va très vite réécrire ce qui s'est passé à ce moment-là. Certes, il s'oppose à Savary, il s'oppose à Mendès, surtout il s'oppose beaucoup à Rocard. Mais il reste, eux, des minoritaires dans toute l'histoire des années 60-70 de la gauche. Et deuxième gauche a beaucoup de mal à s'imposer, alors que Mitterrand va très vite s'imposer en 65 comme le fédérateur de la gauche. Parce qu'il a su très très vite faire oublier qu'il a été au temps des colonies. Il a parfaitement compris qu'il fallait reprendre et réécrire, d'une certaine manière, ce qu'a été son parcours colonial. Et Mitterrand est à la fois quelqu'un de brillant, on l'a dit, mais aussi quelqu'un qui fascinait les journalistes et qui a fasciné ses biographes. Il va très vite comprendre que c'est pas comme une erreur de jeunesse avec Vichy. Elle reviendra toujours à la surface, mais c'est une erreur de jeunesse. Une erreur politique de visionnaire qui trahit les valeurs de la gauche à travers l'histoire coloniale, ce n'est plus une erreur de jeunesse. C'est une faute. C'est une tâche, d'une certaine manière. Ce que d'ailleurs vont lui reprocher Savary et Rocard quand ils vont refuser de l'intégrer dans la nouvelle gauche, au PSA, puis après au PSU, en considérant que Mitterrand n'a rien à faire là. Mais Mitterrand va prendre non pas simplement le dessus d'une gauche qui va gagner sur ces questions, il va faire en fait oublier ses idées. Il va faire oublier ce parcours. Il va l'enterrer suffisamment profondément pour ne plus en faire un sujet dans les années 60-70. Pendant ce temps de la conquête et de la recomposition de la gauche. Il va le mettre de côté, d'une certaine manière. Il va même dire, d'une certaine manière, oui à la vision tiers-mondiste du Parti socialiste. Il va certainement, d'une certaine manière, accepter les nouvelles relations franco-africaines. Il va jouer une sorte de double jeu, tout en gardant au fond de lui-même ses croyances, en ne reniant rien. Il va donner le sentiment que ces questions sont devenues secondaires, à la fois au sein de la gauche et dans ses propres postulats. En même temps, si on avait regardé un peu plus, on découvre qu'à chaque fois qu'il y a eu des lois d'amnistie en liaison avec l'Algérie ou les rapatriés, c'est lui qui est porteur de ces lois, soit avec Defer, soit avec Guy Mollet. On redécouvre vite que sur le fond, avec ses amitiés, que ce soit Boris Bennassayag ou Dayan, il ne leur rejette rien de sa vision Algérie française. Mais il fait oublier tout ça. Quelque part, jusqu'en 81, il va le mettre de côté. Et ça ne va plus être un sujet. Et en tout cas, ça n'est pas un sujet qui est abordé. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet d'ailleurs qui est, primordial pour constituer une gauche qui va pouvoir prendre le pouvoir. Ce n'est pas un sujet majeur en 1974 pour la gauche. Et en 81, quand il passe alliance avec Recours, donc l'association des rapatriés des Pieds Noirs, qui vont faire appel et qui vont demander à leurs militants de voter Mitterrand, il n'y a même pas de prise de conscience de cet enjeu-là d'une grande partie des socialistes. C'est un allié de plus pour aller à la victoire. Allez, prenons ça au passage et ça peut nous permettre de battre Giscard. Ce n'est qu'en revenant au pouvoir en 81 que très vite, en une année pour faire simple, ses alliés politiques, et notamment le Parti socialiste, vont vite comprendre que le Mitterrand des années 60 ou des années 50 n'a pas changé. Mais tout ce qu'on a appelé la traversée du désert, on l'appelle comme on veut, il a suffisamment fait oublier cette histoire. Du moins, il l'a mis de côté, il l'a minorée, comme si, d'une certaine manière, elle ne comptait pas. Et en fin de compte, quand il arrive au pouvoir, il a le pouvoir. Et il va l'imposer, là. Il va imposer sa vision de ces enjeux-là. Quand il met Jean-Pierre Cotte dehors au bout d'un an, il impose son style. Quand il fait venir son fils à l'Élysée, il importe son style. Quand il soutient les dictateurs en totale opposition avec la vision du développement et des relations tiers-monde de la gauche socialiste, il impose sa vision de l'empereur. L'empereur revient, d'une certaine manière. Je ne connaissais pas du tout l'histoire du fils de Mitterrand, auquel vous consacrez un chapitre, mais qui revient très souvent. Et c'est vrai que ce sont des pratiques en fait, qui sont très étonnantes. Parfois, à la lecture de certains chapitres, lorsqu'il est à l'épreuve du pouvoir, on est étonné par le peu de garde-fous finalement qui pouvaient exister, qu'on peut imaginer qu'il puisse exister, y compris dans ces endroits de pouvoir, y compris au sein du Parti socialiste. On a l'impression que il peut faire absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous parlez de lui comme un empereur parce qu'il a une vision du monde et de la France en tant qu'empire, mais on a l'impression que même à l'intérieur, dans son fonctionnement du pouvoir, il est tout aussi autocratique et la place de ce Jean-Christophe Mitterrand, son fils, est absolument lunaire.
est-ce que tu dirais que c'est un des atours qu'il a aussi essayé de cacher, que ce Mitterrand falsificateur, parce que c'est ça dont vous parlez, c'est-à-dire il s'est caché, il a caché ce Mitterrand falsificateur, il a aussi falsifié ce rapport autocratique au pouvoir. Non, il l'assume pleinement. Il l'assume pleinement parce qu'il explique à tout le monde, pour cette question de relation avec l'Afrique, que c'est la seule manière de gérer l'Afrique. Il faut des relations face-to-face, avec d'homme à homme, parce qu'il n'y a que comme ça que l'Afrique fonctionne. Parce qu'il a aussi une vision extrêmement masculiniste des rapports avec les chefs d'État africains et les dictateurs. Comme si lui savait leur parler, parce qu'il prétend toujours qu'il a connu ce continent ayant été ministre de l'Outre-mer en 1950-51, donc il les connaît. Il a été allié d'Houphouët-Boigny, donc il les connaît. Il connaît ce continent et ses élites, parce que ce qui n'est pas faux, il a connu tous ses futurs chefs d'État, qui étaient secrétaires d'État, ministres et députés de la 4e République. Donc il prétend qu'il connaît la méthode, et cette méthode, c'est la méthode d'homme à homme. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, quand il fait venir son fils à l'Élysée, de lui demander de s'occuper de ces questions africaines. Il considère que son fils doit être son porte-voix, et en gros, que c'est son domaine réservé. C'est le domaine réservé de l'empereur. Donc il dit, ne venez pas toucher à mes plates-bandes, mais il le fait dans beaucoup d'autres questions, Mitterrand. Mitterrand avait une vision très aristocratique de la manière de gérer le pouvoir. Et quelque part, il gérait par plusieurs cercles. Il savait d'ailleurs très bien désunir autour de lui les gens pour arriver à garder l'autorité. Et il est même capable d'usiter à un moment d'un rapport de force avec ses propres alliés politiques et le Parti socialiste. Un exemple que beaucoup avaient oublié, il y a un chapitre qui lui est consacré, quand il impose l'amnistie des généraux de l'AOS. Quand il impose quelque part que ceux qui ont porté quand même ce coup brutal à la République en tentant d'abattre la République avec l'Algérie française, et donc qui sont les symboles même d'un anti-républicanisme absolu au nom de l'Algérie française, et quand il impose au Parti socialiste, et il l'impose véritablement, de donner l'amnistie totale et définitive à ces généraux, il va jusqu'à imposer à son propre groupe politique, le groupe socialiste, le 49-3, le premier du mandat de Mitterrand. Dans l'histoire, il faut remonter à 62 pour retrouver un 49-3 contre sa propre majorité. On dirait ça aujourd'hui, maintenant qu'on est entré dans une époque où tout le monde sait ce qu'est un 49-3. Mais si on imaginait la scène à l'époque, parce que la plupart des élus socialistes sont scandalisés par cette amnistie. Ils disent « je ne veux même pas en parler avec vous ». Et pour vous faire taire, vous allez voter le 49-3, sinon vous faites tomber le gouvernement. Donc il faut quand même mesurer que Mitterrand, sur la question de l'Algérie française et de la mémoire, c'est le même Mitterrand qui avait été au procès Salan à côté de Jean-Marie Le Pen, appelé par Tixier-Villancourt en 62, pour sauver l'honneur du général Salan, qui dit « je vous impose ». 20 ans plus tard, ce choix qui est le mien, de donner quitus à ces généraux, de leur redonner tous leurs droits et de leurs titres. Et là, on se dit « waouh, mais il peut se permettre de le faire, il arrive au pouvoir ». Et donc il est en totale antinomie avec son propre groupe, et on imagine bien dans la tête des Badinter, des Jox, des Jospin, cette époque-là, qui avait vraiment des visions complètement antinomiques avec celle-là, qui leur impose de se taire. Donc Mitterrand n'est pas simplement dans la pratique aristocratique du double jeu, il n'est pas simplement en faisant venir son fils pour gérer les affaires de l'empereur, il n'est pas simplement dans son style de France africaine de reprendre totalement les mécanismes à la Foccart et à la De Gaulle. Il va beaucoup plus loin. Il peut même imposer à son propre groupe politique sa vision des choses. Et il va le faire. Et il va le faire pendant 14 ans. C'est marrant parce que quand tu t'exprimes là, tu dis les choses de façon beaucoup plus catégorique, mais c'est ton expression orale aussi, hein, de façon beaucoup plus catégorique que dans les chapitres où ce qu'il ressort le plus, c'est son ambiguïté. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais trop, dans beaucoup de chapitres, on ne sait jamais trop pourquoi est-ce qu'il prend une décision. En fait, le fondement de sa décision, on ne sait pas si c'est le progressisme ou l'impérialisme ou le machin. Tout se mélange un peu. Et d'ailleurs, il fait lui-même planer le doute sur les raisons qui fondent ces décisions. Pour toi, cette ambiguïté, tu la mets un peu de côté ? De côté, tu as entièrement raison. C'est certainement mon style oral, ça. Et puis qu'il faut toujours essayer de réduire 900 pages en 90 minutes, c'est par définition un exercice de style compliqué. Là, nous résumons ce que sont des temporalités longues, où on est capable d'arriver à en comprendre les mécanismes et les objectifs. Bien sûr que Mitterrand met 1 an et demi à imposer sa vision de la relation avec l'Afrique. Au départ, il prend Jean-Pierre Cotte, proche de Rocard, il donne le sentiment qu'il va s'ouvrir au co-développement, au tiers-mondisme, et puis petit à petit, il l'écarte, il le noie, il l'étouffe. Tel le cobra qui sait parfaitement faire, il le pique et il le dégage. Petit à petit, il fait monter Jean-Christophe Mitterrand, qui va au départ ne pas être le numéro 1, puis petit à petit, en 86, il devient le numéro 1 du cabinet, le monsieur Afrique de Mitterrand, et il l'a imposé en douceur, en écartant tous les autres. Petit à petit, il impose aussi sa vision de la mémoire coloniale. Mitterrand n'arrive pas en disant « nous allons devoir
quelque part avoir une vision angélique du passé colonial. Mitterrand est trop subtil et il sait qu'il va trop violenter la gauche, notamment ses alliés à ce moment-là, parce qu'il y a plusieurs tendances qui arrivent au pouvoir. Je rappelle qu'au départ, il y a les ministres communistes. Il faut quand même rappeler un peu le contexte. Ils n'ont pas forcément le même parcours que Mitterrand avec le passage colonial. Rocard, qui est quand même s'il l'a étouffé, tel un cobra, je le redis, d'une certaine manière, Rocard est encore là. Et Rocard, il symbolise une autre gauche et un autre récit. Ça varie. C'est une autre histoire, la gauche. Tous ces gens-là, il sait les gérer avec subtilité, mais au final, qu'est-ce qu'il impose? Il impose, par exemple, soit le silence absolu sur le passé colonial, pas de lecture critique, pas de politiques qui vont être, comme ont fait d'autres pays européens, de commencer à regarder au fond des yeux ce qu'a été le passé colonial de la France. Et puis, en sous-main et caché avec Maurice Benassayag et d'autres, il commence à imaginer un mémorial à Marseille qui va rendre hommage à ces personnes. Mais il ne le crie pas sur les toits. En même temps qu'il reçoit les marcheurs de la Marche pour l'égalité en 83, il est en train de penser avec Maurice Benassayag de créer un grand musée de l'Algérie française à Marseille. Le double jeu absolu. Donc oui, il y a cette ambiguïté, mais Mitterrand, c'est l'ambiguïté même. C'est-à-dire qu'il joue avec finesse parce qu'il est en plus, ou du moins il le pense, maître d'un jeu qui n'est déjà plus véritablement la génération politique de son temps. Je m'explique. Il est déjà un ancien de la 4ème République. Donc face à lui, il y a plutôt une nouvelle génération politique qui arrive. Lui, il porte des enjeux qui sont très anciens, dans lesquels les acteurs politiques des années 80 ne sont pas forcément les mêmes. Même un Jacques Chirac est plus jeune que lui. Giscard n'est pas de la même génération. Donc quelque part, il arrive avec une vision, quelque part, dont les acteurs ou les opposants n'ont pas les mêmes codes que lui. Donc il sait parfaitement jouer avec tout ça. Je trouve que même il y a quelque chose qui, moi, m'a fasciné, c'est quand à un moment, quelqu'un, un ex-cacique socialiste, m'a dit « Oui, mais on ne peut rien lui reprocher, il n'a pas fait grand-chose sur la question. » Je dis déjà ça s'appelle une politique. 14 ans, sans avoir la moindre exposition dans le milieu national en France sur le passé colonial. 14 ans, en n'acceptant aucun grand programme de réflexion sur ce passé. 14 ans de mutisme absolu sur ça a été cette histoire qui, on en est arrivé à la 2e génération de l'histoire de l'immigration et compagnie, et qui a donc des effets sur la manière dont la gauche a pensé l'histoire de l'immigration, ou les grandes grèves de 83, ou la manière même de penser cette seconde génération qui réclame l'égalité, ou de penser le développement, par exemple, des Outre-mer. Le silence, le fait de ne pas faire, le fait de garder cette vieille relation des sommets france-africains, le fait de continuer à soutenir des chefs d'État et des dictateurs. Donc on va dire le pas faire, d'une certaine manière, c'est avoir une politique. Et Mitterrand a cette subtilité-là. Alors bien sûr, tu as raison de dire qu'il est plus ambigu et complexe que d'être simplement... parce qu'il sait aussi qu'il ne peut pas non plus être totalement en antinomie avec une jeune génération qui pense qu'un nouveau temps est venu. Et qu'il est peut-être temps de penser autrement les relations avec le continent africain, l'outre-mer, la diversité et le passé colonial. Tu as parlé beaucoup là de la place de Mitterrand à l'intérieur de la gauche et des ruptures finalement qu'il a eues avec différentes personnalités, différentes dynamiques à l'intérieur de cette gauche. Est-ce que tu dirais qu'il est en revanche en continuité par rapport à la pratique du pouvoir vis-à-vis de cette question coloniale? Je pense notamment à ceux qui étaient juste avant lui, à Giscard, à Pompidou et De Gaulle. Est-ce que là, pour le coup, tu vois une continuité dans la façon d'envisager l'Empire? On écrit dans le livre avec Nicolas Bancel cette phrase à un moment que si Foccart n'avait pas été inventé par De Gaulle, Mitterrand a inventé Foccart. Il est parfaitement à l'aise avec toute la politique foccardienne, on va l'appeler comme ça, ou gaulliste, en Afrique. Il est parfaitement à l'aise avec la politique que Pompidou va mettre après en place en regardant les relations et les mêmes conseillers. Et il va tellement préparer le siège à son successeur que quand Chirac va gagner et remplacer Mitterrand, Foccart reviendra. Et il n'aura plus qu'à se fondre dans les meubles. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, on pense que la rupture de 81, qui a vraiment existé sur un certain nombre de sujets, la manière de penser les relations diplomatiques à l'international, le rang de la France, la politique économique, les grandes réformes industrielles, qu'on peut critiquer ou non, on voit marquer la rupture. Mais alors, sur la relation France-africaine, sur la manière de penser ses passés, sur la manière de gérer justement cette mémoire, sur la manière même, je veux dire, de continuer à se penser dans ce rapport au monde, il n'y a aucune rupture. Et ça, je pense que c'est une des forces du livre, c'est montrer comment il y a une forme de continuité du paquebot, qui au moment où il rentre dans le port en 81, il continue sa route sans heurts et sans iceberg pour être en opposition. Mais c'est ça surtout qui est le plus intéressant. C'est Pompidou, De Gaulle, Giscard, Mitterrand, et on pourrait continuer, Chirac et les autres, il y a une forme de continuité de la manière de penser la grandeur de la France.
Foccart aurait pu rester à l'Élysée d'une certaine manière. Et d'ailleurs, le fils de Mitterrand n'est ni plus ni moins qu'un Foccart au petit pied. Il faut être honnête. Parce qu'il reprend à la fois le modèle, la pratique et les idées. C'est pour ça que tu as entièrement raison de le dire, il y a d'une certaine manière une forme de continuité. Mais comme il y a une continuité d'ailleurs, avec les grands penseurs du centre-gauche ou du centre-droit de l'entre-deux-guerres, les Sarraut, les Marius Moutet, qui était ministre des colonies de Blum et qui sera encore ministre des colonies au début des années 45-46 pour aller mater la révolte à Madagascar. C'est-à-dire qu'il y a même une continuité sur un temps beaucoup plus long. Je dis souvent, des fois, à des étudiants qui ont du mal à comprendre que ces non-ruptures de notre histoire très contemporaine, quand Vichy arrive, le régime de Vichy arrive au pouvoir, il rejette à peu près tout de la République. Sauf une chose, hein, les colonies. Comme si les colonies, c'était quelque chose qui dépassait, qui transcendait le clivage droite-gauche. Ben, Mitterrand, c'est à peu près la même chose par rapport au pouvoir qui l'ont précédé depuis le début des années 60, depuis 58. Quand il arrive au pouvoir, quelque part, il est dans la continuité sur ces enjeux-là. Est-ce que les socialistes, mais les socialistes d'aujourd'hui, ton livre est sorti maintenant il y a quelques semaines, est-ce que les socialistes ont manifesté de l'intérêt par rapport à ce que tu écris? Parce que c'est quand même, comme je l'ai dit au début, un gros morceau quand même de leur histoire récente. Mitterrand reste une figure iconique, tutélaire pour eux. Et d'ailleurs, je parle du Parti socialiste, mais il y a aussi les anciens socialistes, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui fait très souvent référence à François Mitterrand. Est-ce que, je sais pas, t'as vu un intérêt? Et comment est-ce que tu penses qu'ils perçoivent ce que tu racontes, ce que vous racontez collectivement sur Mitterrand? Parce qu'au fond, ils le savent. Oh là, c'est plus complexe. J'ai jamais autant mangé avec des amis du Parti socialiste et des responsables du Parti socialiste que depuis un mois. La moitié ont envie d'en parler. La moitié d'entre eux ont envie de débattre. Pas forcément en étant d'accord, hein, c'est ça qui est très intéressant, c'est d'arriver à se questionner sur ce que ce livre peut signifier, peut apporter. Avec deux réflexions essentielles. La première, c'est d'arriver à relire ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique. J'ai l'air sous Emmanuel Macron cette fois-ci, avec la rupture de beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Et la deuxième réflexion qui émerge, c'est ce dont ils ont hérité, sur lesquels justement ils n'ont pas été en lecture critique. Là, il y a quelque chose qui est très intéressant en échangeant avec eux. Et on n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, ils sont ouverts à cette question. Et il y a une autre moitié qui ne veut pas en parler. Qui me le dit, hein. Mais très clairement. On sait, c'est un peu ce que tu viens de dire, mais on savait, mais bon, rouvrir ça, à quoi ça va servir? Mais ce n'était pas une question essentielle de nos choix d'union de la gauche, où ça ne nous a pas quand même empêché, on ne va pas revenir quand même sur la victoire et tout ce qu'on a pu apporter au nom de cette question-là. Mais est-ce que c'était une question si importante? Et puis faire le lien avec la manière dont on a géré la diversité. Les amis, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le dites vous-même. Beaucoup avaient intériorisé ça. Certains m'ont dit, nous n'avions pas par contre fait cette cohérence avec un ensemble de sujets. La bombe en Polynésie, UVA, la manière de gérer la France-Afrique, l'instrumentalisation. Alors le Rwanda, on va en parler en finale. C'est le dernier tiers de ceux qui discutent. La manière de penser la francophonie. Là, et en fin de compte, c'est plutôt le silence gêné ou le non-envie d'aller voir ou le fait de dire pourquoi aller gratter ça aujourd'hui? Alors tu leur réponds, 30 ans après, il est peut-être temps que les historiens fassent leur boulot et que maintenant on regarde l'histoire avec la distance. Et même si ça vous impacte, je pense que cet impact ne peut être que positif pour la gauche quand on écoute des jeunes aujourd'hui qui vous disent qu'ils ne voteront jamais pour le Parti socialiste au nom de son passé. Hein. Et là, tu engages un débat qui est pourquoi le faire aujourd'hui? Et puis alors, tu as on va dire les plus vindicatifs ou les plus inquiets. Deux options. Le Rwanda. Le Rwanda, c'est la tâche indélébile sur la fin du parcours politique du deuxième mandat de François Mitterrand. C'est celui qui, je pense, a beaucoup de clés d'explication grâce à ce livre. Exactement. Et ça arrive à la fin, et en fait, on le comprend. En fait, à la fin, tu te dis, c'est logique. Et là, ils sont très gênés. Pour certains, c'est extrêmement vindicatif. Ce livre est un scandale. Heureusement d'ailleurs qu'on est plusieurs historiens à l'avoir écrit, et historiennes, et journalistes d'ailleurs, parce que sinon on m'accuserait, seul de l'avoir écrit, d'être un anti-mitterrandiste. Je dis, mais non, regardez dans le livre, il y a des gens qui ont plutôt défendu Mitterrand, d'autres qui sont pas forcément très amis de Mitterrand, mais d'autres qui sont de droite, d'autres plutôt de gauche. Vous voyez bien que c'est un livre collectif, donc vous ne pouvez pas m'accuser, comme certains avaient accusé Duclerc, d'être un historien qui n'était pas objectif sur la question. Donc ils sont très gênés. Ils sont très gênés parce que la question n'est pas de savoir si Mitterrand est responsable du Rwanda, et de ce qui s'est passé avec le génocide au Rwanda. C'est d'arriver à comprendre pourquoi Mitterrand a cette politique et pourquoi il l'a eu au Rwanda. Ce qui est extrêmement différent,
parce que d'un seul coup, ça fait sens, c'est cohérent. C'est même cohérent jusqu'à la dernière minute quand Mitterrand fait ce voyage chez Mandela pour essayer de récupérer un blanc-seing. Mandela, qui est la figure emblématique quelque part en Afrique, qui espère être sauvé à travers ça, que sa politique africaine, Mandela va lui donner quitus de cette question-là, parce qu'il sait qu'il restera quand même. Alors, comme Mitterrand a su toute sa vie qu'en tant que ministre de la Justice pendant la guerre d'Algérie, les condamnés à mort allaient être une tâche sur son parcours personnel. Ce que je veux dire, c'est que Mitterrand sait qu'à ce moment-là, il va avoir une tâche dans son récit. Et que tout ça risque de remonter. Ça a pris beaucoup de temps à remonter, à ressortir aujourd'hui, à questionner donc la gauche sur sa propre histoire, y compris à questionner la gauche sur la manière dont elle pense la mémoire coloniale aujourd'hui, à questionner la gauche sur la manière dont elle a pensé pendant très longtemps les enjeux de diversité, et la manière dont, par exemple, la gauche française a été incapable de ce que Merkel, par exemple, a fait en tant que femme de droite en Allemagne. Hein. Travailler sur les noms de rues, réfléchir sur la Namibie avec le génocide, penser ce passé colonial, ouvrir les institutions. Et la dernière question souvent que j'ai avec différentes personnes ex-Parti Socialiste ou actuellement du Parti Socialiste, c'est, mais attendez, le meilleur travers de cette histoire, le meilleur récit à analyser, c'est que ni du temps de Mitterrand, ni du temps d'Hollande, vous n'avez été capable d'avancer le moindre pied sur ces enjeux. Macron aura fait 5 fois plus de missions que vous sur le passé colonial, vous n'aurez pas construit un musée d'histoire coloniale, vous aurez été incapable d'avoir eu un débat à l'intérieur du Parti Socialiste sur ce passé et sur ce que ça signifiait aujourd'hui dans la société française d'aujourd'hui. Le rapport à l'Afrique, le rapport aux Outre-mer, le rapport à la diversité. Et donc aujourd'hui, cette histoire, elle vous hante encore. Elle vous hante parce que vous savez en fin de compte que Mitterrand a fait un pas de côté sur cette question-là et que en faire quelque chose de linéaire par rapport au récit de la gauche, émancipation, lutter contre la domination, la réflexion sur l'anticolonialisme avec Mitterrand, c'est pas facile. Et il l'avait réécrit. D'ailleurs, si tu l'as vu, l'ouverture du livre, c'est la citation de ce qu'il y a sur le site de l'Élysée. La mythologie est encore très vivace. Tu vas sur le site de l'Élysée, tu regardes la biographie de Mitterrand, ça reste un grand décolonial. Ce qui est quand même fantastique. Et c'est ça aussi que le livre amène pour ceux qui en sont donc les héritiers, parce qu'ils en sont les héritiers. C'est pour ça que dans le dernier chapitre, avec Pierre Aski, Achille Mbembe et Nicolas Bancel, on parle beaucoup de la loi de 2005, qui a été un débat compliqué pour les élus de gauche, sénateurs et députés. Quand cette loi sur la colonisation dite positive, tout le monde pense que c'est la droite chiracienne qui l'amène, oui, mais c'est aussi la gauche socialiste qui le vote. Et là, on se dit, en 2005, c'est hier 2005, hein, comment ces caciques de gauche peuvent encore, à ce moment-là, avoir cette vision-là du passé colonial. On le comprend beaucoup mieux quand on regarde, quelque part, cet héritage mitterrandien. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que les nouvelles générations que tu as mentionnées là, à plusieurs moments en disant de toute façon, il y en a qui veulent pas voter, ne jamais voter Parti Socialiste, précisément à cause de tout ce que vous racontez. Et je vais te dire, même quand ce n'est pas su de manière scientifique, comme c'est écrit dans le livre, exactement, on le sait. En fait, on le sait qu'ils sont comme ça. Et est-ce que tu as de l'espoir vis-à-vis de cette nouvelle génération? Est-ce que tu les vois je ne sais pas si tu parles avec pas les vieux socialistes qui ont connu Mitterrand, tu vois, mais les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, ou d'autres gens d'ailleurs qui ne font pas partie, qui sont juste de gauche et qui ne sont pas membres du Parti Socialiste. Est-ce que tu les vois plus prendre à bras-le-corps ces questions-là? Je pense notamment à un mouvement, ce n'est pas un parti, qui est la France Insoumise, qui eux, vraiment, ont pris la question décoloniale, ou la question coloniale à bras-le-corps et la travaillent énormément. Oui, parce que ces conversations-là, je les ai eues, parce qu'on a vu beaucoup évoluer, en fin de compte, la relation d'une partie de la gauche, à la fois à la question des quartiers, à la question de la colonisation, à la question de la diversité. Elle a évolué avec des gens qui étaient d'ailleurs assez férus sur ces enjeux-là, et pas que les filles, parce que ça remonte à beaucoup plus loin. Cette réflexion d'une partie de l'extrême gauche notamment, de penser que dans les quartiers populaires, ou dans les Outre-mer d'ailleurs, il y avait un potentiel de lutte des classes, voire de lutte des races commun par rapport à une situation de domination. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose certainement que les filles a le mieux fixé comme étant un potentiel électoral. Donc à porter une analyse sur en fin de compte, une double analyse. Il y a un potentiel électoral en s'adressant à ces gens-là sur des questions qui les concernent, en parlant de discrimination, en parlant d'exclusion, en parlant de manière même dont la République peut penser ces populations à l'intérieur de l'espace commun de la République, et en même temps, de parfaitement avoir compris qu'elles ne pouvaient pas trouver dans les autres partis politiques, au nom de leur récit et de leur histoire, quelque part un engagement possible. Donc c'était des électeurs qui étaient, quelque part, capables d'être audibles avec ce discours qui était posé. Bien sûr que Mélenchon l'a posé comme ça, et qu'il l'a parfaitement analysé. Il l'a analysé, et je le dis bien, à l'issue d'un très long processus, même avant lui,
de ceux qui se sont posés cette question justement d'un électorat qui justement pouvait être captif, parce qu'on allait lui parler enfin d'enjeux qui le concernaient. Oui, mais là, tu prends le problème par le petit bout de la lorgnette. Enfin, tu fais comme si c'était une stratégie strictement électorale, alors que, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi de faire une proposition de nouvelle République. Là, c'est le truc, la nouvelle France. Mais après, est-ce qu'il l'impose dessus parce que lui, il a compris qu'il fallait savoir parler à cet électorat, ce que ne font plus les autres, ou parce que les autres se retrouvent face à deux murs, en fin de compte, qui s'opposent à eux, un mur de droite, par définition, dans lequel ils ne peuvent pas se retrouver puisqu'ils les ont exclus, et que même sur la question coloniale, par rapport à l'histoire de leurs grands-parents et de leurs parents, il y a eu un rapport compliqué avec cette nostalgie coloniale, et à gauche, où ils ont plutôt le sentiment d'avoir été trahis par la gauche, d'abord trahis au nom de l'histoire coloniale, mais après trahis au nom de l'histoire de l'immigration, notamment avec la proposition du droit de vote des étrangers, et ainsi de suite, par rapport à la gauche socialiste. L'électoralisme ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais calcul sociologique ou politique. Il y a un potentiel, il y a des idées, Mélenchon les a comprises, mais je tiens à dire que dans la nouvelle génération socialiste, la question, elle ne se pose pas en ces termes-là, en fait. Elle se pose pour les moins de 25 ans. Les questions dont on est en train de débattre, conscients ou pas conscients, que ces questions d'enjeux d'égalité, que ces questions de regarder le passé colonial autrement, que ces questions d'intégrer définitivement maintenant cette diversité de la société française, c'est devenu une question générationnelle. Et cette question générationnelle, c'est ça qui va être tectonique. D'abord à gauche. D'abord à gauche parce qu'elle va questionner aujourd'hui le Parti Socialiste, par exemple, et par rapport à toutes les forces de gauche, le Parti Communiste aussi, les écologistes. Très intéressant mes débats avec les écologistes depuis quelque temps, qui n'ont en fin de compte pas de posture sur cette question. Si tu demandes comment pensent les écolos le passé colonial, t'es bien ennuyé pour comprendre la... Ça ne veut pas dire qu'ils n'en parlent pas, hein, mais ça veut dire que le squelette, la mécanique qu'il y a dedans. Et en fin de compte, ils se rendent compte que chez les moins de 25 ans, exactement comme la question du féminisme, ce sont devenues des questions sur l'antiracisme, sur la lutte contre les discriminations, sur la manière de penser le passé colonial, qui sont devenues des essentiels. Des basiques, et qu'ils ne l'ont certainement pas appris en lisant ce livre-là, mais ils l'ont appris sur d'autres manières. En tout cas, ça devient des pierres angulaires de ce qui réclame aux leaders politiques aujourd'hui et à ces partis politiques. C'est pour ça que je dis que la réponse qu'a amenée LFI, et je vais être très direct là-dessus, elle a été en fait très superficielle. Elle a pensé qu'il y avait en fin de compte une capacité unitaire des populations issues de telle ou telle communauté pour leur proposer une réponse communautaire. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce que ces questions, en fait, elles touchent l'ensemble de la société. Elles te permettent de comprendre, dans une société qui est de plus en plus métissée, pourquoi certaines populations sont plus discriminées que d'autres. Elles te permettent de comprendre aujourd'hui pourquoi on est dans ce rapport au monde. Et en Afrique de l'Ouest, quand les gens te parlent de la France, c'est pas comme on parle de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Angleterre. Elle te permet de comprendre pourquoi aujourd'hui, alors qu'on est le pays qui a le plus de diaspora maghrébine, africaine, moyen-orientale, asiatique et antillaise de toute l'Europe, on n'est pas capable de s'appuyer sur cette diaspora pour justement avoir un rapport au monde d'une dynamique incroyable. Donc de comprendre que la France, en fin de compte, globalement, elle n'a pas digéré ce récit et elle n'est pas capable de se penser dans cette diversité aujourd'hui. Ça, c'est même plus une question politique, hein, c'est une question de génération. Les moins de 25 ans sont tout à fait affûtés à ces enjeux. Et les plus de 25 ans sont simplement incapables de penser cette question. Je pense que je la regarderais plutôt comme ça. Et oui, il y a un potentiel pour la gauche d'arriver à se mettre à repenser, mais la question, c'est comment tu repenses ces questions-là sans les instrumentaliser. Comment tu repenses ces questions-là en les replaçant au centre de la société. Parce que d'autres pays l'ont très bien fait. Dire que Merkel en Allemagne a été capable de faire ce que nous, républicains souvent de gauche, on n'a pas été capable de faire, ça nous questionne. Regardez ce que fait la Belgique ou les Pays-Bas aujourd'hui sur ces enjeux, nous interroge en tant que Français, qui a quand même une histoire qui est liée à ce passé et des populations issues de cette histoire au sein des immigrations incroyables, et puis de penser qu'aujourd'hui, la France est en train certainement de perdre une relation à ce continent africain qui a été une relation majeure pendant des années et pendant des décennies parce qu'elle n'a pas été capable de passer le cap et de voir comment la France est détestée, ça doit nous interroger. Sinon, tu ne penses même pas le devenir de ton pays, tu ne sais pas comment penser une société de la diversité. Et c'est compliqué, on pense que c'est très simple à penser, mais notre histoire, notre héritage colonial, il a aussi amené quelque chose qui est un récit particulier. Malgré l'histoire de la colonisation, des millions de personnes sont venues vivre dans le pays de l'ancien colonisateur. Cette histoire, elle est ici maintenant. Donc la manière de digérer nos passés gaullistes, mitterrandiens, de regarder l'histoire de France, mais de regarder aussi ce récit compliqué qui a amené une forme de liberté avec la Révolution française et qui fait c'est une mixologie incroyable, ce récit-là. Il fait partie de notre récit du commun aujourd'hui. Et il va rentrer dans la nouvelle génération politique avec des vrais questionnements. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, et c'est intéressant d'ailleurs de voir des gens d'opinions politiques très diverses commencer à comprendre justement que ces enjeux-là deviennent l'enjeu de leurs électeurs, l'enjeu des gens qui les questionnent dans la société et des vrais enjeux de société. Ce qui n'était pas le cas des générations d'avant. Sinon, ça fait bien longtemps que ces questions ne seraient pas simplement instrumentalisées au moment des campagnes présidentielles. On est quand même le seul pays au monde
On parle encore de l'histoire coloniale au moment des élections présidentielles. Et à chaque élection présidentielle. Emmanuel Macron a gagné indirectement en 2017 avec une petite phrase sur le crime contre l'humanité. Pécresse nous expliquait qu'il fallait lutter contre la repentance. À l'époque de Fillon, on avait le fait que la France n'avait jamais fait la guerre au Cameroun. On est quand même le seul pays au monde qui, 50 ans ou 60 ans après, parle encore d'histoire coloniale. Et Retailleau va nous en parler beaucoup dans les années qui viennent. Pourquoi ? Ça reste encore un marqueur du récit français. Ce n'est pas une question secondaire. Et donc à nous, historiens, peut-être d'aller travailler les clés d'explication de ça pour faire que justement on sorte des pièges de l'histoire. Ça fait beaucoup de boulot. Merci beaucoup Pascal. Merci à toi.